Bonjour à tous, je suis avec Mireille Roslekat, est-ce que je le prononce bien pour son livre Rêve et intuition. Donc nous sommes au salon Ménat à Lausanne. Quoi rêve-t-on? À quoi ça sert le rêve? Alors on s'est beaucoup demandé et on n'est pas très sûr à quoi ça sert de rêver. On sait qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'inutile dans nos procédés psychiques. Donc comme en plus quand on rêve on est paralysé, ça nous met en danger. Pourquoi est-ce que notre corps nous mettrait en danger plusieurs fois par nuit comme ça, d'être saisi par des prédateurs ou comme ça? Il faut vraiment que ça ait une fonction très importante. Alors ensuite on a découvert, il y a plusieurs écoles en psychologie, puis chaque école a trouvé un aspect du rêve. Donc il y a un aspect par rapport à la réorganisation mentale. Le rêve organise notre expérience de la journée, nous aide à structurer notre expérience et à mémoriser les éléments utiles et à laisser tomber les éléments inutiles. Ça, c'est très important. C'est vraiment prouvé. Par exemple, on a fait des expériences où des étudiants devaient apprendre une liste de mots avant la pause de midi. Ensuite, les uns avaient le droit de faire une sieste, ils devaient faire une sieste, et les autres faisaient des tours de terrain. Ensuite, on leur redemandait la liste de mots. Ceux qui avaient dormi s'en rappelaient systématiquement mieux. Donc vraiment, ça consolide des apprentissages, c'est prouvé. Puis une autre chose qui montre aussi que c'est utile pour ces apprentissages, c'est que les enfants rêvent beaucoup plus que les adultes, et les bébés et même le fœtus, semble-t-il, passent la majeure partie de son sommeil à rêver. Donc le rêve le prépare à sa naissance, le prépare à assimiler les informations. Il reçoit déjà des tas d'informations sensorielles, in utero, et ça les structure. Donc les enfants rêvent énormément, et ça parce qu'ils sont dans une phase d'apprentissage où il y a des foules de choses à apprendre. Et au contraire, la personne âgée qui a déjà bien consolidé des apprentissages va rêver assez peu. Et que dire des cauchemars alors? Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le cauchemar est un rêve un peu qui a manqué sa cible, un rêve qui est trop alarmant et qui nous réveille? Les thèmes des cauchemars sont des thèmes importants. C'est des choses qui se dressent en nous ou qui nous menacent, des sortes d'obstacles intérieurs qu'on aurait intérêt à explorer. Par exemple, des rêves d'animal menaçant. Quel est l'instinct qui est réprimé chez moi? Ou des rêves d'assassins, etc. Quelle est la partie ombreuse qui se dresse en moi? Ça, c'est l'utilité. Certains rêves sont quand même simplement douloureux et affreux, et ça ne sert à rien de les exploiter. Si on n'est pas en très bon état non plus, ça ne vaut peut-être pas la peine d'explorer ces cauchemars. Mais si on est un petit peu en forme et qu'on fait un cauchemar, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui se dresse contre moi en ce moment-ci, quel est mon problème un petit peu. D'accord, donc on peut interpréter soi-même en fonction de la situation dans laquelle on est dans notre vie. On peut donner une interprétation à son rêve ou à son cauchemar. Oui, tout à fait. Oui, moi je trouve, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, pour que les gens puissent faire un chemin pour interpréter eux-mêmes leurs propres rêves. On est vraiment en bonne situation, pour autant qu'on accepte aussi de se poser des questions désagréables, du style, je sais pas moi, un peu quel est le défaut que j'ai, que mon rêve me montre. Il faut se laisser questionner par les rêves. Si on est d'accord de se laisser questionner, alors on apprend une foule de choses. Jung disait, quand il y a un rêve, il faut toujours se demander, qu'est-ce que veut ce rêve ? Y compris même un cauchemar, ce rêve veut m'avertir de quoi, ou je donnais par exemple dans la conférence l'exemple d'un rêve où on a un accident d'automobile. Disons le lendemain on va être prudent, on va se dire je suis trop stressé, il faut que je sois bien attentif, il faut que je sois bien conscient. Donc en fait le rêve va nous avertir d'un certain nombre de choses qu'on peut interpréter nous-mêmes. C'est super intéressant, ça voudrait dire que tous les dictionnaires des rêves ne servent à rien finalement. Alors c'est une banque d'idées, et en fait il faut aller piocher là-dedans, mais quelle est parmi tout ce qui donne comme explication celle qui va valoir pour nous? C'est nous qui pouvons le dire. Il faut aussi que l'interprétation elle forme un tout, que les choses se tiennent, donc il ne faut pas la dispatcher en disant il y avait tel aspect qui veut chacun dire des choses différentes. Mais en fait le rêve est une sorte de petit scénario qui raconte une histoire, et il faut qu'on choisisse parmi toutes les interprétations, par exemple des dictionnaires possibles, des qui vont ensemble pour faire un sens de rêve qui est cohérent. Donc je trouve très utile les dictionnaires de rêve pour surtout ceux qui sont très riches et très complets, qui donnent les légendes, etc. Jung appelait ça amplifier le rêve, donc donner un horizon à chacun de ces symboles, une profondeur en 3D en quelque sorte. Mais il n'y a aucune réponse univoque. Je m'élève contre dire vous avez rêvé de ça, c'est que vous devez faire ça, ou bien mon cheval blanc, chance et acheter un billet de loterie. Non, c'est trop bête, c'est dommage. Oui, donc alors il vaut mieux s'attarder sur les symboliques. Par exemple, si on rêve d'un animal, on va plutôt s'attarder sur comment vit-il, dans quelles conditions, sur tout ce qui est autour de cet animal, plutôt que vous avez rêvé de ça, ça veut dire ça. Voilà.
Bon, de temps en temps, ça arrive de dire, par exemple, là récemment, j'ai une personne, encore, je pense hier, qui a rêvé d'un lion. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, ben voilà, on a l'alchimie, le lion symbolise l'orgueil. C'est quand même le pouvoir, le roi lion, enfin, etc. Donc, c'est peut-être des aspects qui exercent le pouvoir en se mettant très en avant. Mais c'était au fil de la discussion, parce que le rêve s'appliquait à son cadre professionnel, qui était extrêmement concurrentiel, donc un milieu assez jungle, disons, donc on en est arrivé là-dessus. Mais le lion aurait pu amener à autre chose. J'ai une autre personne, par exemple, qui dans son animal peluche préféré était un lion. Et quand il rêve de lion, c'est vraiment le protecteur, c'est presque un peu maternel, c'est le protecteur de son enfance, un allié. Ça va être totalement différent de l'interprétation qu'a eu la personne qui était dans un milieu style jungle. Donc, oui, voilà. Donc c'est en fonction de ce qu'on vit nous, et non pas, c'est pas quelque chose de général. Voilà. Une étiquette qu'on peut coller à tout le monde. Alors par contre, moi j'avais une question par rapport à ça. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'éléphant. Tu avais parlé de l'éléphant, on va y arriver. Tu avais parlé de l'éléphant. Qu'il fallait regarder justement cette symbolique, etc. Mais comment on peut rêver d'un éléphant, déjà sans connaître cette symbolique? Comment peut-il nous apporter quelque chose, puisque à la base, il faut qu'on aille chercher la symbolique. Pourquoi est-ce que cette idée nous vient en tête alors qu'on ne connaît pas la symbolique de base? Alors ça, vraiment, pour Jung, c'est très clair, c'est qu'on a un inconscient collectif. Et par l'inconscient collectif, qui est le fond de notre inconscient, on est en communication avec tous les contenus, tout ce que l'homme a jamais pensé et même que les animaux ont éprouvé. Rien de cela nous est étranger. Toutes les légendes les plus bizarres sur une île perdue dont personne n'a entendu parler, nous sommes connectés à ça. Et ces contenus, en fait, dans un rêve, c'est un contenu de l'inconscient qui remonte et qui est saisi par la conscience quand on s'en rappelle. Alors des fois, c'est juste mon inconscient personnel, par exemple mes luttes au bureau, mais des fois, ça va être un élément complètement bizarre. Par exemple, je peux rêver d'un éléphant, alors que j'ai jamais été en contact avec des éléphants, mais parce que c'est venu de l'inconscient collectif. Et Jung pensait l'avoir démontré parce qu'il était psychiatre et il avait des patients, par exemple suisse-allemand, qui était par exemple un vacher qui avait parlé que le dialecte de l'Entlebuch de toute sa vie, qui avait rien, vraiment, qui n'était jamais sorti de son village, qui devient schizophrène. Et il a eu un rêve que Jung a interprété, enfin il avait plutôt des hallucinations qui faisaient une allusion très claire au culte de Mitra, qui est le culte d'une divinité asiatique importée à Rome, à peu près à la même période que le christianisme démarre. Et il y avait des éléments mitriaques dans le rêve qui sont incroyables, qui pouvaient expliquer que par le fait, pour Jung bien sûr, que l'inconscient collectif a délégué cette image qui devait quand même avoir un rapport avec cet homme-là qui a surgi dans cette hallucination, qui aurait pu surgir dans ce rêve. Donc ça explique que des choses dont on n'a jamais entendu parler, puis justement on a cette curiosité parce que les rêves nous intéressent, puis peut-être on va découvrir. Souvent ça m'est arrivé de rêver quelque chose, je ne savais pas trop, puis en lisant justement un dictionnaire des symboles ou un livre de cours, je me dis oh, mais c'est incroyable, ça veut dire ça. Je sais plus, j'ai rêvé une fois d'une huppe et puis en Arabie, la huppe est l'animal qui signale les trésors cachés. Elle a un cri hout 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 qui veut dire, je sais pas, regarde ou vas-y, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est incroyable. Donc en fait, tout se tient avec cette hypothèse de l'inconscient collectif. Tout est lié et tout se tient. Et malgré tout, le rêve qui me vient à moi, même si c'est des éléments universels, il se lie à ma situation du moment parce que le rêve est un message pour moi en ce moment-ci. Bien sûr, donc à travers ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire que notre âme, enfin notre inconscient, on a accès finalement, on a tous accès à la connaissance universelle, à la conscience universelle? Je pense que pour Jung, c'est tout à fait vrai. Et puis alors, quand on dit ça, parce qu'il avait un système très mesuré, très équilibré, alors quand on est là, d'abord ça remplit de joie, mais il faut faire attention à ce qu'il appelait l'inflation psychique. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre pour la personne qui maîtrise tous ces contenus, parce que sinon on est dévoré et on attrape la grosse tête. Si vous voulez, l'inflation psychique, c'est la grosse tête. Donc, quand on commence à chevaucher le cheval étoilé, etc., en général, on va faire des rêves bien où on a les pieds dans le fumier, ou voyez, des choses qui vont nous ramener vraiment sur terre pour se rappeler. Donc à la fois il faut se laisser inspirer et c'est des bonnes nouvelles de l'inconscient, et à la fois quand on sent qu'on commence un peu à décoller, il faut se ramener en se disant moi je suis juste une toute petite chose, ce contenu il me donne sa magie pendant un bref moment, mais ensuite moi je vais disparaître puis ce contenu il sera toujours là. Une autre chose qu'il faut
qui mettait en garde, c'était de s'identifier à un archétype. Par exemple, si c'est l'archétype du héros, par exemple, je vais me sentir une force incroyable pour les difficultés de ma vie, puis je vais me dire c'est génial, le mythe du héros me soutient, mes rêves envoient des éléments, mais moi, je ne suis pas increvable, inusable, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir des relations normales, et si j'oublie tout ça pour m'identifier au héros, moi je peux tout à fait mourir dans l'aventure, les archétypes ils s'en fichent. Je veux dire, eux ils vont continuer leur vie aussi sans moi, donc c'est à moi de prendre soin de moi-même quand même. Voilà. Ok, je regarde un petit peu mes petites notes, je triche un peu. Alors, ah oui, que penser de l'expression la nuit porte conseil? Ouais, c'est une jolie expression pour dire ça. On a vu que les rêves favorisaient la consolidation de la mémoire, donc déjà ça. Ils nous donnent accès, apparemment ils aident aussi à digérer les émotions, donc on a la tête plus claire. Et ils donnent des nouveaux points de vue sur les choses. Donc un rêve peut vraiment donner, par exemple dans la conférence, il y a une dame qui a posé une question en disant « Je rêve toujours que je passe par des couloirs très étroits, alors qu'en fait il y a des portes à côté ». Peut-être le rêve dit « Pourquoi est-ce que tu te fatigues à passer par le couloir étroit? Regarde, il y a une porte. » Alors ensuite, qu'est-ce que ça va être cette porte dans sa situation concrète? C'est vraiment à elle de le trouver. Hein. Mais dans ce sens-là, c'est vrai que les rêves, des fois, font une espèce de mise en perspective ou de prise de distance ou d'image de notre situation globale. Des fois, c'est comique parce que aussi les rêves exagèrent systématiquement pour qu'on voit les choses. Donc des fois, ils exagèrent tellement que ça nous fait rire et ça aussi, ça nous aide à prendre de la distance. Et pourquoi pas avoir des messages clairs et compréhensibles facilement, sans analyse? Ouais, c'est parce que notre esprit est trop limité. Le langage du rêve est beaucoup plus large que le langage de notre esprit intellectuel. Malheureusement, notre esprit intellectuel, il faut dire une chose après l'autre. On ne peut pas dire toutes les choses en même temps, tandis qu'un rêve, il peut dire absolument tous les détails en même temps. Ensuite, c'est nous qu'on va défaire la pelote en disant il y avait ci, puis il y avait ça, puis il y avait ça, puis il y avait ça. Donc notre esprit est trop limité. Et le rêve est tellement plus vaste que malheureusement, tout n'entre pas dans un entonnoir trop étroit en quelque sorte. Donc on doit aller monter en amont puis trier les contenus. J'ai lu dans le livre, les seuls rêves dont nous nous souvenons sont ceux qui ont mal fait leur boulot. C'est pour cela qu'une réflexion ou un travail interprétatif serait utile. Ça veut dire que quand on ne se souvient pas de ses rêves, on n'a pas besoin d'être guidé dans ses rêves. J'ai surtout écrit ça parce que chaque fois que je parle des rêves, j'ai toujours une série de gens qui disent bon, alors les gens qui viennent au cours, c'est des convaincus, c'est des gens qui aiment rêver, qui ont l'habitude d'être en contact avec leurs rêves, mais beaucoup de gens disent oh mais moi je rêve pas, ah mais moi je rêve pas du tout, oh moi je m'en souviens jamais. Puis des fois les gens sont découragés en disant oh mais qu'est-ce que je peux faire, je me rappelle jamais de mes rêves. Donc là je leur dis vous en faites pas, en fait le rêve il a fait son boulot psychique de nettoyage et si vous en rappelez pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si on s'en rappelle, on va recevoir beaucoup plus justement d'informations, beaucoup plus riches. Mais aussi l'idée, par exemple, pour les gens qui font plusieurs fois le même rêve, un rêve qui revient, c'est qu'alors là, il n'a vraiment pas fait son boulot. C'est comme le rêve nous pose une question, puis on lui a toujours pas répondu. Alors il la repose, il la repose, il la repose. Donc on pourrait dire un rêve dont on se rappelle nous pose une question auquel il va falloir réfléchir un petit peu. Tandis qu'un rêve dont on ne se rappelle pas, oui, c'est ça, fait le ménage en quelque sorte. D'accord. Donc là, on est sur la chaîne spirituelle. Donc je pense en termes de spiritualité, est-ce qu'il est possible justement d'avoir des entités qui viennent nous apporter des messages dans les rêves? Est-ce que vous y croyez à ça? Alors, c'est difficile parce que, en tant que psychologue, je ne peux pas vous dire oui. Cela dit, alors on ne sait pas quel est le statut de ces choses. En tant que psychologue, on est prudent en disant ça existe vraiment. Est-ce que c'est intrapsychique ou est-ce que c'est extrapsychique? C'est ça sur lequel on est prudent. Mais alors, par contre, ce que je peux constater vraiment, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la conférence, mais le soi, c'est l'instance psychique la plus précieuse. C'est notre moi spirituel, si vous voulez. C'est l'archétype de la totalité. C'est ce qui donne sens à notre existence. Et il y a des rêves qui portent vraiment la marque du soi. Alors on se sent vraiment guidé par ces rêves, on les garde pendant des années, ils nous donnent du courage dans les difficultés et ils ont une qualité, Jung disait, lumineuse, ça veut dire qu'ils distinguent le sacré. On peut même les reconnaître à cette qualité si jamais le lumineux, il disait, alors ils adorent le latin, fascinans et tremendum. Alors fascinans, ça veut dire ça nous saisit, on est comme... pris d'émerveillement et de stupeur, et tremendum, on a le poil qui se dresse, si vous voulez. Donc, comme par exemple des gens qui vont à un coucher de soleil puis sont saisis par la beauté, il y a des éléments de rêve, on dit, oh, puis tout d'un coup il y a eu ça, puis eux, puis
Alors ça, c'est un rêve qui est envoyé par le soi, donc qui va avoir des forts éléments de nous faire nous sentir en contact avec notre centre intérieur, qu'on est sur notre chemin de vie et qui ont des éléments sacrés, du type de sacré qui nous est propre. Parce que certains vont venir des images très chrétiennes, à d'autres des images d'une autre religion, à d'autres des figures géométriques ou des couleurs. Et chaque fois, ça va avoir ce même sens sacré et chacun de nous doit trouver son accès qui lui est propre. Et les rêves peuvent nous aider à trouver notre accès personnel à notre sens du sacré. Ça répond très bien à ma question. Et donc, quel rapport justement entre les rêves et l'intuition, puisque ton livre c'est Rêves et intuition? Oui, alors ça, en fait, je n'ai pas vraiment réfléchi. Le point commun, c'est que c'est se laisser guider par l'inconscient, l'idée. C'est que l'inconscient, c'est plus que moi. Et il se signale à moi par mes rêves, par mes intuitions. Freud n'a pas eu tort, dit aussi par les actes manqués. En tout cas, moi, par exemple, qui commence à voir de moins en moins clair, je déchiffre les panneaux d'une manière qui me dit à quoi je suis en train de penser. Par exemple, après tous ces attentats de Paris, etc., je passe devant une sandwicherie qui s'appelle Genius, je sais plus quoi, et puis j'ai lu génocide au lieu de lire le nom de la pâtisserie. Donc ça, c'est par exemple une espèce de lapsus qui me dit à quoi je suis en train de penser par en dessous. Mais alors une intuition aussi, c'est comme une sorte de petite montée de l'inconscient qui me donne une petite info sur quoi je suis branchée actuellement. Et puis, ce que j'ai voulu aussi, c'est que, de nouveau, comme pour les rêves, il y a les dingues de l'intuition, mais un peu trop dingue. Et puis, il y a les gens, l'intuition, c'est débile, etc. Moi, je suis rationnelle. Et chaque fois, j'essaie de concilier les deux positions. Je dis, alors, si vous êtes un fan de l'intuition, vous devez absolument apprendre à vérifier, puis quand même à analyser aussi les choses. Puis, si vous êtes trop analytique, vous devez absolument apprendre à vous ouvrir à l'inconnu de l'intuition. Donc, je voulais aussi faire état, parce qu'il y a eu maintenant des recherches scientifiques sur l'intuition. Donc, les gens qui disent que ça n'existe pas, maintenant, il y a des preuves absolument incroyables d'état intuitif avéré. Ça, je voulais aussi en faire état pour faire avancer le débat, qu'on ne redise pas toujours les mêmes vieilles choses. Tout est bon dans l'équilibre, finalement. Oui, je crois vraiment que ça, c'est le fond de l'affaire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut contrôler ou donner une orientation à ses rêves lorsque l'on rêve ? Alors ça, c'est la pratique du rêve lucide. Bon, c'est vrai que si on veut apprendre quelque chose de ses rêves, ça peut être bien de dire « je souhaite avoir un rêve qui me guide cette nuit » ou « je souhaite faire un rêve qui m'éclaire sur ma situation ». Mais alors, il y a des gens qui pratiquent le rêve lucide, c'est-à-dire qu'ils se mettent en condition déjà pendant la journée de se rendre compte qu'ils rêvent au moment où ils vont rêver et de profiter du rêve pour poser des questions ou explorer des choses ou vivre des choses qu'ils ont envie de vivre. Donc c'est plutôt des rêves exploratoires. Alors là aussi, toujours ces deux aspects. Il y a des gens qui font ça vraiment pour le fun. Par exemple, on peut avoir des relations sexuelles en rêve, vous ne risquez pas d'attraper le sida. Donc il y a des gens qui pratiquent la sexualité onirique. Par exemple, ils vont rejoindre des partenaires de rêve. Donc ça doit être très rigolo. Ou bien ils s'amusent à voler et puis ils volent. Bon, ils se promènent. Moi, je trouve ça un peu gratuit. Disons, vu que le rêve a quand même toute cette importance, je comprends un rêve éventuellement à fin exploratoire. Et puis je trouve aussi que comme le rêve, il a pour mission de nous surprendre et de nous questionner, si on dirige complètement nos rêves, on perd l'occasion d'être surpris par notre inconscient puis de découvrir notre ombre ou nos difficultés. On risque d'aller que dans le sens du poil, des choses qui nous plaisent. Mais cela dit, c'est assez fascinant. Puis alors, il y a un parallèle, c'est dans les Tibétains, vraiment développer un yoga du rêve très très complexe. Des techniques pour y entrer, des phases la nuit où on fait une certaine visualisation dans une certaine position, on se concentre sur un certain chakra et on a un certain type de rêve. Mais leur but, c'est qu'en fin de compte, on arrête de rêver, de se purger l'esprit et d'entrer dans l'état de clair-lumière, etc. Donc en fait, même eux, ils dirigent pas les rêves pour s'amuser, Dieu sait quoi, mais ils dirigent les rêves pour purger son mauvais karma et arrêter de rêver. Donc si on pratique le rêve lucide ou le rêve téléguidé, ça doit être dans le but de devenir peut-être alors plus spirituel dans vos mots, se rapprocher du soi et pas de faire plaisir à son petit ego en vivant des tas de trucs extraordinaires, trouve-je. Là, je suis peut-être un peu moralisante. Maintenant, je passe aux questions d'un internaute qui a lu ton livre, qui l'a trouvé très très intéressant. Il m'a dit qu'il l'avait dévoré, il s'appelle Fabien. Et du coup, il avait quelques questions à te poser également. Il voulait savoir comment t'étais-tu intéressée au monde des rêves ? Comment t'en étais venue à t'intéresser au monde des rêves ?
Bon, je pense que je suis une bonne rêveuse depuis toute petite. Ça joue quand même un rôle. J'ai fait des rêves d'enfants qui m'ont beaucoup impressionnée. C'est vrai que, alors plus personnellement, j'ai fait une fois un rêve prémonitoire qui m'a extrêmement impressionnée. Et à ce moment-là, là j'avais 32 ans, puis je me suis dit non, vraiment les rêves, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne peux pas passer à côté, c'est fou ce que les rêves sont forts. Et puis alors, c'est vers cette période-là de ma vie, je me suis intéressée à Jung. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis arrivée à l'idée, je veux devenir analyste, je veux vraiment savoir tout ce qu'on peut savoir là-dessus. Et peut-être aussi parce que comme j'aime bien travailler avec mes rêves, je trouve que j'aime bien partager ça aussi avec les gens et avoir la chance d'avoir un métier où les gens vous apportent leurs rêves et qu'ils les partagent avec vous et qu'on peut ensemble chercher quelque chose pour y trouver du sens. Moi, je trouve que c'est un privilège extraordinaire. Bien sûr. Et juste Un métier de rêve. c'est un métier de rêve, oui, effectivement. Et justement, tu parlais de rêve prémonitoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, de nouveau par fonction, et comme psychologue, je suis très prudente là-dessus, parce qu'on perd aussi facilement, on prend facilement un peu la folie des grandeurs. Il y a vraiment, c'est vrai, des rêves prémonitoires, comme j'ai l'impression que certaines cultures le favorisent plus. Je trouve dans l'ordre méditerranéenne, il y a plus d'importance. Par exemple, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi chez mes patients portugais, souvent des rêves prémonitoires, plus souvent. Alors, je ne sais pas si c'est une question culturelle, une question d'attitude vis-à-vis des rêves, de tradition familiale, ou de perméabilité des membres de la famille les uns par rapport aux autres, parce que souvent on a un rêve prémonitoire concernant avec des gens, je dirais pas avec qui on est un peu fusionnel, mais avec qui il y a une forte part de recouvrement psychique. Alors ce qui est très difficile, c'est qu'on dit qu'il y a à peu près 2% de rêves qui sont prémonitoires. Les rêves peuvent se tromper, donc il ne faut jamais les prendre au sérieux. Notamment, enfin je veux dire ça va se passer comme ça. Peut-être que ça dit, si tu ne changes pas d'attitude psychique et si rien ne bouge, voilà dans quelle direction ça va. Au pire, en quelque sorte. Un peu comme un tirage de voyante finalement. C'est ça. Tout à fait. Oui, c'est vrai que toutes les prévisions, les prédictions disent un petit peu, tel que tu es maintenant, voilà où ça te mène. Mais ensuite de ça, les choses peuvent vraiment beaucoup bouger. Alors c'est peut-être quelque chose que chacun de nous doit un petit peu tester. Quand j'ai un rêve de type prémonitoire, est-ce que c'est un bon ? Est-ce que c'est un qui parle de moi et de mes peurs ? Beaucoup de gens me disent c'est affreux, je rêve que ma meilleure amie est morte ou comme ça. Alors je leur dis ça veut vraiment pratiquement jamais dire la mort, ça veut dire que vous tenez énormément à cette personne. Et peut-être qu'en ce moment vous avez un souci pour elle dont vous n'êtes pas vraiment conscient. C'est plutôt ça qu'il faut aller chercher. Et les gens qui rêvent de catastrophes, de choses comme ça. Et peut-être aussi l'inconscient collectif. J'ai des gens qui me disent que, par exemple, ils rêvent de crash d'avion et le lendemain, ils apprennent qu'il y a eu un crash qui ressemble complètement à leur scénario. Donc, je pense qu'avec l'inconscient collectif, on doit sûrement être branché sur des choses qui se passent ici et ailleurs. Et toujours la difficulté, c'est qu'on ne sait pas qu'en faire. Est-ce que c'est un truc qui m'est propre ? Est-ce que c'est mes angoisses ? Est-ce que j'ai capturé un bout de réalité ailleurs dans le monde ? Tu expliques comment on peut travailler sur ces complexes et les dépasser grâce aux rêves. Y a-t-il un exemple pratique ? Parce qu'apparemment c'est très détaillé, mais il n'y a pas d'exemple pratique, une méthode efficace ou un travail qui demande du temps ? De toute façon, les complexes, ça demande du temps parce qu'en fait, ils ne vont jamais disparaître. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est en être conscient, savoir comment ils fonctionnent chez nous. En plus, on en a une foultitude. Jung s'est rendu célèbre en créant un test de complexes. On a chacun des quantités de complexes, plus ou moins gros et petits. Ils forment une espèce de nébuleuse. Plus on la connaît, moins on va être piégé par ça. Donc, de toute façon, c'est long. Ce qu'on peut faire, en ce moment, je n'ai pas d'exemple, mais la méthode que je propose, par exemple, dans le livre de réduction du complexe, c'est faire un tableau à 2 entrées où on décrit, par exemple, je ne sais pas moi, disons par exemple que j'ai un très mauvais rapport avec ma directrice et puis que je rêve qu'elle n'arrête pas de me critiquer, par exemple. Ça pourrait être une sorte de complexe d'infériorité que j'ai vis-à-vis de toutes les personnes qui ont les caractéristiques qu'elle a. Donc, il faut un peu généraliser. Donc, je vais décrire dans la première colonne ma directrice. Alors, vraiment, j'y vais comme à la noce à Thomas, quoi, sadique, irrespectueuse, prenant plaisir à m'écraser, je sais pas quoi. Je décris toutes ces caractéristiques froides, coupantes, inhumaines, Puis ensuite, j'ai décrit comment je me suis sentie, toute petite, idiote, pas écoutée, Donc ça révèle vraiment un schéma complexuel qui va se consteller dans beaucoup d'autres situations que juste mon rapport. C'est-à-dire que si, par exemple, une chef de train va me prendre de la même manière, je vais de nouveau me ratatiner, ou si une vendeuse va me prendre de haut, je vais me ratatiner de la même manière. Vous savez, toutes les femmes qui ont un ton coupant, voilà. Puis ça viendra de quoi, par exemple, d'un complexe maternel négatif, d'une mère qui s'est très peu occupée de moi, etc., etc. Enfin, il y a plusieurs types, justement.
Mais il n'y a même pas besoin tellement de savoir leur origine, mais il faut savoir, voilà, la femme froide, ça me met dans telle étape. Puis aussi, alors, justement, en explorant mes caractéristiques, il y a des complexes justement qui nous enlèvent tous nos moyens, qui nous font nous sentir enfants. Il y en a d'autres qui nous mettent en colère, qui nous ont envie de nous battre, d'être agressifs. Donc, il faut savoir aussi quelle est ma réaction. Et puis donc, en listant toutes ces choses-là, après je me dis, est-ce qu'il y a justement d'autres personnes à qui ça me fait penser? À quoi ça me fait penser une personne comme ça, froide, cassante et humiliante? Ou dans quelles autres situations est-ce que moi je réagis comme ça? Puis alors, il y a un élément plus sportif, entre guillemets, c'est qu'après ça, si je veux vraiment améliorer mon complexe, je dois me dire, et moi, est-ce qu'il y a une fois, un tout petit peu, une situation où j'ai été coupante, cassante, supérieure? Et ça, je dois être capable de le voir. Et si je ne peux pas le voir, parce qu'on me demande à quelqu'un qui m'aime beaucoup, je ne sais pas moi, mon mari, toi qui me connais bien, est-ce que des fois je suis cassante avec certaines personnes, qui va me dire, je ne sais pas, par exemple, quand un mendiant t'aborde pour te vendre le journal, tu peux être très cassante. Moi, je dois aussi découvrir mon aspect prédateur si je veux guérir. Et je dois aussi penser que l'autre, si c'est vraiment, j'ai une directrice et que j'ai des problèmes, a aussi des aspects vulnérables qui sont miroités chez moi. Donc, pour récupérer un complexe avec une figure de rêve, il faut aussi échanger les rôles. Donc vous pensez qu'on voit, tu penses, je vais y arriver. Tu penses qu'on voit nos propres défauts dans les défauts des autres finalement? Oui, ça c'est extrêmement vrai. C'est le phénomène qu'on appelle la projection psychique. C'est un autre sujet qui fâche. Les gens sont souvent pas très d'accord. Alors, pour faciliter la tâche, Jung dit quand on projette quelque chose sur quelqu'un, par exemple cette personne est méprisante, c'est que pour projeter, la personne doit avoir un crochet. Donc elle doit avoir une petite tendance au mépris. Mais malgré tout, c'est moi qui ai un gros problème avec le mépris. C'est exactement la paille et la poutre. Si je vois la paille mépris chez l'autre, en fait, moi j'ai la poutre. Mais c'est très difficile de voir ça comme ça. Donc on va se dire, ok, elle est quand même un petit peu comme ça. Puis peut-être que moi je suis un tout petit peu, juste une fois. Est-ce que je connais que j'ai été très légèrement méprisante une fois? Je dois absolument m'en rendre compte. Parce que sinon, cette tendance au mépris, alors que je me crois si généreux, si ouvert d'esprit, va aller se scotcher sur les autres et gâcher mes relations et faire des dégâts. Donc oui. Comment limiter la charge émotionnelle d'un rêve pour qu'elle ne nous plombe pas dans la journée? Oui, ça c'est peut-être vrai. Il y a certains rêves dont on aurait presque besoin de faire un rite de sortie, un petit peu. Moi, je pense se connecter avec la nature après un rêve, pour vraiment rentrer dans la réalité. C'est-à-dire, quel temps est-ce qu'il fait, comment est le soleil, comment est la pluie, est-ce que je sens mes pieds sur le sol, si je peux aller un petit peu dans la nature ou entrer en contact avec un arbre de ma rue. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment bien se connecter y compris prendre une douche en se disant, bon voilà, ça fait son boulot, ces émotions aussi, elles peuvent s'écouler. Et puis peut-être noter quand même ça en disant, s'il y avait un message, maintenant qui se décharge un petit peu de sa charge émotive, je peux peut-être ensuite y revenir. Il demande comment être plus réceptif aux synchronicités. Alors apparemment, quand même, les synchronicités se produisent surtout quand il y a un thème qui est constellé dans le psychisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, un de ces fameux archétypes qui va monter, ou qu'on a un conflit psychique, un débat intérieur, rester, partir, continuer, aller faire tout à fait autre chose. Enfin, il y a une sorte de débat psychique dont on n'est pas forcément très conscient. Il y a une situation comme ça de tension et à ce moment-là, il se produit des tas de synchronicités parce que l'inconscient est fortement activé en fait. Donc moi j'utilise les synchronicités quand même pour des choses assez importantes. Donc par exemple, si je sais pas, moi j'arrive ici puis il y a une voiture qui sort de la place de parc, juste au moment où j'arrive, je vais appeler ça un coup de bol, pas une synchronicité si vous voulez. Donc une synchronicité c'est vraiment, mais c'est incroyable. Par exemple sur cette affiche je lis un truc qui est exactement ce que j'étais en train de réfléchir, où on me parle pour la première fois de ça et je tombe dessus. Donc ça va être plus une synchronicité, ça veut dire que la chose en question sur l'affiche ou que je rencontre est en contact avec moi, a quelque chose à me dire. C'est comme par exemple pour Fabien, tout à l'heure, je t'ai expliqué ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu ton livre et puis le lendemain, il voyait que j'allais faire l'interview avec toi. Donc c'était très surprenant. Est-ce que c'était un message comme quoi il devait justement acheter ce livre? Alors non, ça je dirais pas ça, mais s'intéresser à ses rêves actuellement, certainement. Puis le fait qu'il ait lu très rapidement, ça veut dire qu'il y a de la libido. Donc la libido pour Jung, c'est pas seulement le sexe, c'est l'appétit de vie. Donc il y a une forte énergie psychique qui est disponible pour ce thème. Et on voit bien, à ce moment-là, on apprend les choses extrêmement vite, on avale les informations parce que notre libido va dans cette direction. Donc peut-être la synchronicité ou les rêves, ça peut signaler où s'écoule ta libido maintenant. Quelle est la nouvelle étape de vie, un petit peu le nouveau thème. Donc là, certainement, alors je ne sais pas, pour lui individuellement, qu'est-ce que maintenant les rêves, aller plus loin, apparemment il a déjà toute une pratique, mais c'est un thème qui a de la valeur.
pour lui. Voilà, Donc, maintenant. d'accord. Alors, il demande si les ondes alpha à travers la méditation, la relaxation, est-ce que c'est un passage obligé pour développer son intuition? Donc, est-ce que c'est un passage obligé de méditer, de se relaxer pour développer cette intuition? Disons d'après les résultats, je suis pas loin de penser que oui, parce que justement, moi je me suis intéressée aux recherches scientifiques récentes vraiment sur l'intuition, qui documentent des capacités d'intuitionner la survenue par exemple d'une image terrifiante 3-4 secondes avant qu'elle apparaisse. Et apparemment les gens qui ont fait de la méditation ou de la cohérence cardiaque ou effectivement en ondes alpha, on a plus d'intuition. Donc effectivement, si on peut développer ces capacités de concentration, peut-être aussi parce que l'intuition, comment dire, une intuition il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations inutiles qui sont mélangées avec le noyau qui nous intéresse, et peut-être si on apprend à apaiser son esprit et à se concentrer longtemps sur un objet, on en perçoit mieux le sens. Donc, est-ce que c'est être dans l'instant présent finalement, l'intuition? Oui, tout à fait, dans l'instant présent en étant un petit peu déparasité de tous les parasitages qui nous empêchent de voir ce qu'il y a vraiment qui est là. Eh bien Mireille, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, pour aussi cette conférence qui était merveilleuse et que je vais mettre en ligne. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport au rêve? Un message important? Peut-être ce que j'ai mis à la fin du livre. J'ai fait une longue analyse, comme je suis jungienne, et avec mon analyse, certains rêves étaient tellement beaux que nous avons renoncé à les interpréter. Je les ai juste racontés, et puis on a dit ce rêve est vraiment très beau, puis on est resté un moment en silence. Et disons, c'est ce que je vous souhaite aussi, tous vos auditeurs, mais à vous aussi très personnellement, oui, de pouvoir rester avec la beauté de certains rêves qui vous inspirent une vie entière. Merci beaucoup. Merci Mireille.